Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord aujourd'hui pour commenter l'actualité autour de Benjamin Cauchy. Bonjour Benjamin, vous êtes chef d'entreprise. Aymeric Delamotte, vous êtes directeur général adjoint de l'Institut Thomas More. Bonjour à vous et bienvenue. Éric Tegner, journaliste, président de Frontières. Bonjour Valérie. C'est un magazine, c'est également un site qu'on peut retrouver sur X. Vous n'avez pas retrouvé vous et sur Internet, vous n'avez pas quitté X encore ? Ah non, pas encore. Je fais partie de cet international réactionnaire, vous savez Valérie. Voilà. Vous débattez tous les vendredis dans La Vérité en face de Patrick Roger avec Alex Darmon et Jackie Isabello, communicant et fondateur du cabinet Parlez-moi d'Impact. Bonjour Jackie. Bonjour Valérie. On va revenir évidemment sur les premières décisions de Donald Trump, les premiers décrets. Trump en guerre contre le wokisme, il prône la révolution du bon sens. La ministre du Travail propose de faire contribuer les retraités qui peuvent se le permettre. Donc il va falloir qu'on détermine ce qu'un retraité peut, quels retraités peuvent se le permettre. Toujours dans le même esprit, on cherche de l'argent partout, on cherche du pognon, du flouze. Faut-il travailler 7 heures de plus par an ? Et Bruno Retailleau qui veut toucher à l'AME. Je pense qu'on n'aura pas le temps de tout traiter, mais on va quand même essayer. On va commencer avec vous, Jackie. C'est un coup de cœur pour un livre ? Oui, Donald Trump arrive au pouvoir puisque tout le monde a suivi un peu son investiture hier et il y a quelques mois, l'excellente Asma Mala, qui est une grande spécialiste de la technologie, a écrit un bouquin sur ce sujet-là qui s'appelle Technopolitique ou comment la technologie nous transforme en soldats, et elle explique les spécificités de ces entreprises de technomoguls qui sont dirigées par Elon Musk, Bezos, etc. Et puis surtout, elle décrit parfaitement les risques qui sont liés par la maîtrise de technologies qui sont les technologies de surveillance hyper puissantes et qui s'investissent de plus en plus dans la politique. Ce ne sont pas des simples fournisseurs de services. Et donc, elle décrit tous ces risques-là. Si les gens veulent essayer de comprendre un peu plus ce qui se cache derrière une critique un peu stérile de Musk est bien ou pas bien, c'est un bouquin assez formidable à lire. Bon, d'accord. Donc ça s'appelle Technopolitique. Technopolitique. Comment la technologie fait de nous des soldats. C'est aux éditions du Seuil. Exactement. Alors, Aymeric, vous avez un coup de gueule. J'ai un petit coup de gueule à l'égard de Charline Vanhoenacker qui dit que Musk était un gros connard. Vous voulez qu'on l'écoute ? On a le son. C'est encore mieux quand on l'entend dans sa bouche. Vous allez être bien emmerdé là dans les prochaines semaines. Non, on va trouver, vous inquiétez pas, on va trouver. Et puis on a beaucoup parlé de génie à propos d'Elon Musk. On a oublié de dire que c'était quand même un gros connard. Hein. Ça fait du bien de le dire aussi, mince. On a trop dit, parce que là, j'adore, on a un langage très châtié, très européen, etc. Puis quand, vous voulez pas venir avec moi sur les réseaux, qu'on le fasse ensemble? Mais Monsieur Breton, on va écrire avec Thierry Breton. Vous allez tweeter avec Thierry Breton. Voilà, donc on a Thierry Breton qui est prêt à aller militer avec Charline Vanhoenacker. On rappelle que c'est pas un sketch, elle est sur un plateau de télévision. Je trouve que c'est vraiment la manifestation de la nervosité d'une gauche urbaine qui est ultra minoritaire et qui ne représente qu'elle-même, qui est un peu trop représentée sur les plateaux télé du service public. Et ça révèle aussi un peu un besoin de censure inassouvi à l'égard de l'adversaire politique et une sorte de détestation de la liberté d'expression. Je vous renvoie à un livre qui... alors est-ce qu'on peut pas vous l'opposer en disant elle a le droit de le dire si on est dans le sens de la liberté d'expression, elle a le droit de dire ce qu'elle pense. Oui, bien sûr, mais personne ne lui empêche de dire ce qu'elle pense. D'ailleurs, je pense qu'elle ne sera pas pénalisée par l'Arcom. Vous vous souvenez que Hanouna avait été je pense qu'il avait écopé d'une amende de 3 millions d'euros parce qu'il avait traité Louis Boyard de con. Ouais. Et on va voir en fait les conséquences. On va voir si finalement il n'y a pas un deux poids deux mesures. C'est pas un parlementaire français, c'est pas un... Oui, c'est une insulte vis-à-vis de. Il faudrait que ce soit Musk, je pense, qui porte plainte. Qu'il attaque. Il pourrait tout à fait, dans le cadre de la loi 1880, il pourrait tout à fait l'attaquer. La personne n'était pas sur le plateau à ce moment-là, mais c'est quand même. On va voir quand même si l'Arcom ne pratique pas elle-même un deux poids deux mesures à l'égard du service public, ou bien de CNews ou de C8, parce que C8 est suspendu. Là, je pense que le Conseil d'État n'a pas encore rendu sa décision. Donc. Enfin, je pense que c'est plus ou moins entériné. Maintenant, il y a d'autres choses qui entrent en ligne de compte, mais vous avez raison. Éric, un mot là-dessus? Moi, c'est l'entre-soi qui m'a beaucoup amusé, parce que de toute façon, cette émission du samedi soir, quand même, ça devient de plus en plus un gag. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Et on voit l'entre-soi avec cet humoriste, entre guillemets, et Thierry Breton. Je trouve qu'ils sont parfaitement déconnectés de
Je sais pas, je trouve qu'il y a ce côté quand même, au bout du compte, qui est toujours dérangeant, qui est que les humoristes comme ça du service public qui sont payés par nos impôts, est-ce que nous, on pourrait vraiment faire l'humour de l'autre côté, faire la même chose? La réponse, elle est non. Moi, je suis pas pour leur couper le micro, parce que je pense que plus ils parlent, plus les gens finissent par se réveiller, par se dire, en fait, ils se foutent un peu de nous, quoi. Ouais. Mais Elon Musk est quand même quelqu'un de dangereux. Moi, je vous parlais de ce livre qui est quand même un peu plus étayé qu'une insulte lancée par Charnil Vanhoenacker. Mais si elle n'a que ces armes-là pour essayer, non pas de combattre Elon Musk, mais d'essayer de faire comprendre aux gens ce que ça veut dire une entreprise hyper technologique qui prend la main de plus en plus sur la politique. Et quand dans ce bouquin, elle disait il va faire de plus en plus de politique, il y a eu la campagne et maintenant Elon Musk est ministre dans un gouvernement de Donald Trump. Donc si elle n'a que ces insultes-là, c'est assez pitoyable. Il ferait bien d'essayer de décliner comme ils le font par ailleurs, parce que ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce que rappelons quand même qu'on soit d'accord ou pas avec la liberté d'expression, c'est pas le sujet en France. Aux États-Unis, ils ont décidé dans un article d'une loi qui date du siècle dernier, la section 230, de dire il n'y a pas de responsabilité à ce qu'on dit. Et nous, ça nous pose un problème majeur parce que vous êtes journaliste, on défend la liberté journalistique et l'ensemble des réseaux américains qui inondent le monde, qui sont à l'origine des massacres en Birmanie, qui sont à l'origine de ce qui s'est passé en Roumanie, personne ne peut les contrôler parce que légalement, ils n'ont aucune responsabilité. Et ça, on doit s'interroger. En tout cas, en France, on essaye de s'interroger. Et d'ailleurs, on le montre bien quand l'Arcom dit les fréquences appartiennent au peuple français et ni à un milliardaire, ni au patron d'une boîte de production. Et voilà, c'est la spécificité française. Après, si on n'est pas d'accord avec ces spécificités françaises, on peut partir en Hongrie et puis soutenir les médias hongrois. Mais que C8 a été cancellé. Moi, je trouve pas ça normal. Je dis, c'est les règles aujourd'hui qui sont en France tellement admises. Voilà, je dis, c'est notre pays. En plus, c'est faux parce que les règles, elles ont été modifiées de l'Arcom. On l'a vu avec l'arrêté du Conseil d'État qui essayait de faire expliquer que dans le fond, peut-être qu'un journaliste, il faudrait le ficher et lui dire qu'à un moment... C'est pas l'Arcom qui... l'Arcom n'était pas sur ce... Non, mais c'est un jeu. C'est-à-dire que c'est le même système. C'est-à-dire que le Conseil d'État qui met de nouvelles règles, l'Arcom qui est de plus en plus restrictif. Je suis désolé, en termes de liberté d'expression, ça met une pression. En fait, ce que je trouve facile quand même, c'est que vous allez dire, oui, il y a tous les dingues sur les réseaux sociaux, liberté absolue, etc. Ok, moi je peux entendre de se dire, on n'a pas la liberté d'expression comme aux États-Unis, mais là, on est sur un modèle, la France et l'Union européenne, où quand même le contrôle de ce qu'on peut dire, il est énorme. Ça veut dire que c'est ultra limité. Moi, j'ai envie de dire, tous les mois, je me retrouve convoqué par la police judiciaire pour les choses que je peux dire. Oui, parce qu'ils ont créé un organe, vous savez, pour la haine en ligne. À la base, c'était pour les terroristes, les islamistes, etc. J'y passe plus de temps. Et en revanche, les signalements pharos pour les islamistes, ça a pas l'air de beaucoup fonctionner. Moi, j'en ai eu qui m'ont menacé. On les a toujours pas retrouvés, ces gens-là. Donc, il y a quand même cette réalité qu'aujourd'hui aussi, on se retrouve, regardez, avec ce qui parle, la fausse opinion, etc. On se retrouve avec une presse qui essaye de vous museler en permanence. C'est quand même quelque chose qui existe. Quand on voit à quel point en Europe, les règles européennes ont contraint Meta, Facebook, Instagram, etc. à faire sauter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez juste dire, par exemple, qu'il y a un grand remplacement sur le territoire, c'est considéré comme fake news et de l'incitation à la haine. Vous faites une vidéo qui parle de grand remplacement sur YouTube, il y a tout de suite le truc Wikipédia qui explique que grand remplacement. Attention, on est quand même sur un niveau de contrôle. Vous pouvez le dire, vous n'êtes pas condamné. Pas condamné. Attendez. Si Éric Zemmour a été condamné pour ça. Non, mais il y a tout de suite. L'opinion avait trié en amont. Non, mais Valérie, moi j'ai 10 procès. Ça me coûte 5 000 € chaque procès. Je suis sur un stade de procédure entre 40 et 50 000 €. Si vous pensez que derrière, ça ne nous oblige pas à nous taire au bout du compte, bien sûr, il y a un harcèlement judiciaire parce que c'est des associations et elles sont aussi également quand même motivées par un état d'esprit ambiant qui tend à ce que quand même on coupe le micro de certaines personnes. Oui, et liberté ne veut pas dire irresponsabilité. Je pense que tout le monde souhaite une modération des propos. Tout le monde veut combattre l'illégalité, la pédophilie, les propos criminels sur les réseaux sociaux. Mais le problème, c'est qu'on va trop loin parce qu'il y a une modération en fait, des opinions. C'est ça que Zuckerberg est revenu sur cette... sur ce qu'il disait avant. Oui, c'est ça. En fait, le problème, c'est que tout le monde veut combattre les fake news, tout le monde veut combattre l'illégalité,
Mais ce qui pose problème, ce que Musk fait sur X, et ce que Zuckerberg veut faire sur Facebook et Meta maintenant, c'est qu'il veut plus en fait qu'il y ait des espèces de fact-checkers idéologisés qui en amont finalement trient l'information en fonction de l'opinion politique. Arrêtons de dire que les réseaux sociaux c'est uniquement les fake news et pas les autres. Le Parisien, ils ont titré, on a arrêté Dupont de Ligonnès. Le nombre de fake news de grands médias, non mais quand même. Allez, on va marquer une pause et puis c'est pas facile pour vous à distance, Benjamin Cauchy, d'intervenir, mais je vous donnerai la parole si vous souhaitez sur ce sujet. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes avec vous pour commenter l'actualité avec Benjamin Cauchy, chef d'entreprise, Aymeric Delamotte, directeur général adjoint de l'Institut Thomas More, Éric Tegner, journaliste, président de Frontières. On vous retrouve tous les vendredis à 9h dans La Vérité en face, proposé par Patrick Roger. Vous êtes face à Alex Darmon et Jackie Isabello, communicant et fondateur du cabinet Parlez-moi d'Impact. On va revenir sur les premières décisions de Donald Trump, en particulier celle contre le wokisme, contre l'immigration. Il a signé un certain nombre de décrets. Est-ce que c'est ce dont la France a besoin? Est-ce qu'on peut transposer en France ce bon sens que réclame Donald Trump? On va parler également de la proposition de la ministre du Travail qui propose de faire contribuer les retraités qui peuvent se le permettre. Qu'est-ce que cela veut dire? On va en débattre. On va continuer avec notre tour de table de ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Éric Tegner, c'est... Moi, c'est un coup de cœur, effectivement, pour Éric Ciotti qui organise ce soir une conférence et une table ronde et qui veut se positionner comme étant d'une certaine façon le Javier Milei français. Alors pourquoi c'est un coup de cœur? Parce que ça fait quand même bien longtemps qu'en France, je pense depuis 2017 et feu François Fillon, qu'on n'a pas de responsable politique capable de dire à un moment il faut faire des économies sur la bête, sur l'État. Voilà, on essaye toujours de se dire ne dépassons pas le budget, mais au bout du compte on finit par faire toujours plus de dépenses et toujours plus de taxes. Et donc il veut clairement s'inspirer de Javier Milei. Il veut expliquer par exemple qu'il faut supprimer le tiers des agences et opérateurs de l'État. On sait que François Bayrou, dans son discours, on avait plus l'impression qu'il voulait créer des nouveaux trucs. Et également cette idée de règle d'or budgétaire de la Constitution. Ça fait quand même, je crois, depuis Giscard qu'on n'a pas voté un budget à l'équilibre. Donc c'est un coup de cœur parce que je trouve qu'on parle beaucoup de Donald Trump en ce moment. On le compare souvent aussi à la droite républicaine, nationale, etc. Mais on en oublie qu'à un moment aussi, si vous voulez être souverain, il faut reprendre un contrôle budgétaire et pour ça, il faut être capable de faire des sacrifices. Donc c'est ce qu'a fait Javier Milei. Il faut savoir que ça a été annoncé aujourd'hui. Il est pour la première fois depuis longtemps en excédent commercial en Argentine, qu'il a divisé l'inflation par 2, qu'il y a une croissance attendue de 5% pour 2025 confirmée par le FMI. Alors oui, il y a une augmentation du taux de pauvreté de façon mineure au début et il y a des gens qui sont pas contents. Mais en fait, s'il faut nettoyer la bête, c'est difficile. Sinon, on est toujours aux mains des syndicats, de la SNCF, de la fonction publique. Juste pour rappel, pour terminer, en 2017, Emmanuel Macron était le plus modéré des candidats sur la suppression du nombre de fonctionnaires. Il en proposait 125 000 à supprimer. Aujourd'hui, tout ça a disparu du débat public. Une réaction, peut-être Moi, ce qui m'a plu dans les premières déclarations de Donald Trump, c'était surtout sa réaffirmation de la binarité des sexes. Je trouvais que c'était vraiment une première affirmation contre le wokisme et notamment contre une de ses ramifications qui est la théorie du genre. Vous savez, la théorie du genre, c'est le fait d'appuyer sur le ressenti, de faire primer le ressenti et le choix, sur le donné et les réalités biologiques. C'est important de réaffirmer le fait qu'il y a deux sexes, le sexe féminin et le sexe masculin, parce que le problème, c'est que ça fait beaucoup de ravages chez les jeunes et chez les adultes. Ça banalise en fait la transidentité. On va en reparler. Il nous reste le coup de gueule de Benjamin Cauchy à voir. Oui, alors le coup de gueule de Benjamin Cauchy, comme vous dites, Valérie, c'est issu d'un article que j'ai lu ce matin dans le Télégramme de Concarneau, qui est une presse quotidienne régionale, donc ne riez pas. Vous lisez Mais alors tout. pour le coup, très intéressant, parce que je n'ai pas vu passer l'information ailleurs. Il y a le Centre pour la recherche économique et ses applications, qui s'appelle le CEPREMAP. 3 chercheurs ont utilisé l'intelligence artificielle et ont analysé 2 millions d'interventions de parlementaires entre 2007 et 2024 et pour analyser un petit peu comment fonctionnaient ces discours, eh bien il s'avère, et là je pense qu'on est dans la continuité de ce qu'on évoque depuis le début de cette émission, les discours s'adaptent aux réseaux sociaux.
avec plusieurs éléments. Le premier, par exemple, c'est l'utilisation de l'émotionnel. L'émotionnel ne représentait que 22% des interventions des parlementaires en 2014. Aujourd'hui, c'est plus de 40% des interventions parlementaires qui sont le fruit, d'utilisation de l'émotion et non plus de la rationalité pour pouvoir exprimer ses idées à l'Assemblée nationale. La deuxième chose, c'est qu'en l'espace de 10 ans, les interventions parlementaires ont été divisées par 2 en termes de temps de parole. Le temps de parole, le temps d'expression des parlementaires a été divisé par 2 pour pouvoir s'adapter aux réseaux sociaux. Alors ceux qui font le plus le jeu de cela, c'est évidemment la France Insoumise et le Rassemblement National qui sont rentrés dans une stratégie du buzz, une sorte d'adaptation, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a encore quelques années, c'était les journalistes qui écoutaient principalement les interventions parlementaires et qui, les analysaient et les retranscrivaient dans la presse, par voie de radio ou par voie de télévision. Aujourd'hui, les parlementaires s'adressent directement à des followers. Donc le temps imparti est beaucoup moins important. Et en plus de cela, ils utilisent beaucoup moins de mots. Il y a par exemple que 150 mots qui sont utilisés lors des interventions parlementaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a clairement un appauvrissement de la parole politique dans notre pays par le biais des réseaux sociaux. Donc c'est un petit coup de gueule quand même. C'est très bien de faire le buzz sur X, c'est très bien de faire le buzz sur Instagram ou LinkedIn, comme vous voulez. Vous voyez, je vais même parler au wokisme ce matin. Mais quoi qu'il en soit, ça appauvrit la parole politique et malheureusement, ce n'est pas fait pour arranger, à mon sens, la démocratie. Et encore une fois, l'idée d'instaurer une proportionnelle aux prochaines élections législatives ne sera pas pour moi une bonne chose, car je pense malheureusement qu'on va encore utiliser ce travers d'avoir des discours de plus en plus courts, de plus en plus clash, de plus en plus émotionnels, mais qui ne vont pas forcément répondre aux urgences de notre pays. Donc voilà, petit coup de gueule, alerte à ces parlementaires qui, au lieu de parler aux électeurs, parlent à des followers, et malheureusement, on le sait bien, un follower n'est pas un électeur. Oui. Je sais pas, ça se vérifie. Alors, Eric, je comprends ce que veut dire Benjamin sur le fond. Là où je suis pas d'accord, alors déjà à l'Assemblée nationale, le temps est limité de toute façon. Ouais. Donc si vous dépassez votre temps, on vous coupe le micro. Il a toujours été limité. Ouais. Exactement. Pas toujours, non. Ensuite, lors de la 3e et 4e République, il était beaucoup moins limité que ça. Oui, mais là, depuis la 5e, le temps n'a pas changé. Voilà. Mais pour moi, alors l'accusation, les réseaux sociaux, tout ça, moi étant dans le milieu des médias digitaux, j'ai envie de dire, si les hommes politiques n'ont pas réussi ces dernières années à se faire entendre parce que justement ils étaient au fin fond des commissions et qu'ils n'arrivaient pas à s'exprimer, c'est leur problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'il faut quand même, c'est faire en sorte que le jeune, il vous écoute. Alors s'il n'y a qu'une minute justement à vous consacrer, c'est pas de la faute du politique. C'est aussi l'électeur qui doit s'intéresser. Mais faut pas croire, c'est pas les 67 millions de Français qui d'un tout coup vous commencez justement à lire absolument tous les livres. C'est quand même aussi pardonnez-moi Valérie, cette parodie de démocratie dans laquelle on est sur certains aspects, à croire toujours que la personne est éclairée, qu'elle va lire tous les livres, qu'elle va lire tous les programmes, etc. Non, c'est absolument pas le cas. Exactement. Donc à un moment, justement, la clé aussi de l'homme politique, c'est de pouvoir capter l'attention. Après, la différence, c'est soit vous allez faire du Loup Boyard, justement, où ça va être beaucoup plus vulgaire, soit vous allez être en capacité de faire un coup de buzz qui va être plus sur du fond, sur des sujets intéressants. Je pense par exemple quand Anne Sicard, elle fait 90 secondes sur le pass culture avec le Puy du Fou, ça permet à cette députée qui est inconnue de faire émerger un sujet, ce qui pousse Rachida Dati à se mobiliser. Ça, je trouve intéressant, plutôt que Boyard qui pose une question et qui n'attend pas la réponse du ministre, qui est déjà parti de l'Assemblée parce qu'il a fait sa vidéo. Voilà, c'est plus ça, je pense, qu'il faut regarder que le coup de com' en tant que tel. Moi, ce que je trouve juste à préciser, alors l'émotion, c'est pas nouveau, depuis Aristote et Socrate, on sait qu'on utilise 3 modes de conversation et le pathos, qui est l'émotionnel dont parlait Benjamin, en fait partie. Mais pas oublier une chose, c'est que la communication, c'est un processus qui passe par une émission et ce que les experts appellent la boucle de rétroaction. C'est-à-dire que si on n'a pas un signal retour, il n'y a pas communication. Et un homme politique, ça doit communiquer. Après, je pense qu'on fait œuvre d'anachronisme. Je veux dire, lors de la 3e et la 4e République, les journalistes utilisaient la titraille. C'est Clémenceau qui a inventé ce titre en disant « je prends les termes les plus attractifs et j'en fais finalement de la mitraille avec des mots ». C'est ça que ça veut dire la titraille. Donc cette envie aussi d'aller chercher le lecteur existait déjà. Et puis aujourd'hui, ce qui s'est passé, et là vous avez raison Benjamin, c'est qu'on est dans une économie de l'attention. Les médias se sont développés dans tous les sens, et là je suis assez d'accord avec Eric, eh bien il faut que l'homme politique, la femme politique, elle engage un dialogue avec ses électeurs, ou à un moment c'est
ses administrés ou ses abonnés. Et ça passe par le respect de quelques règles qui sont de raccourcir un peu les choses. J'y vois pas là un appauvrissement du débat. J'y vois juste le fait qu'à un moment, un acte de communication, c'est de rentrer en relation avec quelqu'un. Et il y a quand même quelques règles à respecter. Auparavant, et juste pour terminer, faire un petit peu de provoque. Auparavant, quand vous trouviez une jeune femme séduisante dans la rue, vous pouviez la siffler ou en lui balançant des choses. Aujourd'hui, c'est terminé. C'est plus comme ça que ça se passe. Donc les règles évoluent et en termes de communication politique, elles évoluent également. Peut-être pas pour le mieux. Oui. Non, mais en tout cas, je tombe pas dans le bien ou le mal. Votre comparaison. Je répondais à. J'ai dit que je faisais un peu de On doit marquer une pause. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bon, on parlait de sujets essentiels pendant la pub, à savoir le regard de Mark Zuckerberg sur le décolleté de Madame Bezos, c'est repris un petit peu partout sur les réseaux. Le geste d'Elon Musk, est-ce un salut nazi? Et le chapeau de Melania Trump qui fait beaucoup. Tout paravolo. Voilà, tout paravolo. Est-ce qu'elle a voulu se cacher? C'est vrai que ce chapeau a intrigué. Bon, c'est une première pour vous, Émeric, de la mode. Vous dites, on va parler du chapeau de Melania. Oui, on va faire 1 heure sans le chapeau de Melania. Non, c'est vrai qu'il a intrigué un peu ce chapeau. Est-ce qu'elle a voulu se cacher? Oui, mais on peut intellectualiser un peu le truc. Regardez, dans Discours d'un fragment amoureux, l'auteur nous explique que quand on met des lunettes noires, c'est pas pour dire qu'on est triste, c'est pour montrer aux autres qu'on est triste. C'est un signe. Ah, voilà. Et en termes de communication, puisque Benjamin en parlait tout à l'heure, les signes sont très importants. Quand on est regardé par des milliards de personnes et qu'il y a quelque chose comme ça qui dénote, et la mode fait partie de la culture, la mode fait partie de la politique. Vous savez que les vertugadins, les corsets permettaient de garder les femmes à la maison et de les empêcher de travailler. Donc ce chapeau, il a un signal politique, il est intéressant quand même, il faut le dire. Et d'ailleurs, en disant c'est quoi le signal politique? Non, mais le signal politique, c'est quand même de dire que Donald Trump a essayé de dire à tout le monde, je suis dans les meilleures relations avec ma femme, elle l'a pas laissé rentrer. Le seul qu'elle a laissé rentrer, c'est son espèce de Victor Wembanyama de fils qui fait 2,06 m. Et là, elle s'est pliée à ce rapport amoureux et fraternel avec son fils. Donc c'est quand même un message politique de dire entre la première dame et Donald Trump, puisque aujourd'hui, elle a un statut, elle, à la différence de la première dame française. Eh bien, c'est quelque chose qu'on peut analyser après. On ne va pas non plus décider de guerre de l'autre bout du monde, mais voilà. Éric. Moi, je suis pas d'accord. Ça fait partie des poncifs qui tentent toujours à dire que Trump, il faudrait que ça aille pas bien, etc. C'est une femme. C'est pas ce que je dis. C'est une femme qui vient d'Europe de l'Est, qui a un style quand même assez, froid. Toujours été comme ça. Il y a rien de nouveau. Elle a pas besoin d'avoir ce chapeau pour que ça le soit. Je pense que le signe qu'on peut voir, c'est que elle veut être en distance, mais ça veut pas dire en distance avec Donald Trump, ça veut dire simplement, elle veut avoir, il y a une forme de classe, moi, dans son chapeau, je le trouve très classe. Joli, elle a une incarnation. Moi en fait, ce qui m'amuse beaucoup, c'est que les premiers à parler du fait qu'aujourd'hui, il faut des femmes justement indépendantes, ne savent pas voir qu'en fait, oui, la femme de Donald Trump, l'homme potentiellement le plus misogyne au monde, eh bien, elle est indépendante, oui, elle a l'air autonome, et oui, il le respecte, et je suis désolé, moi j'ai écouté jusqu'à 1h du matin le discours de Donald Trump, parce qu'il en a fait 3 hier soir. Il a bien dit, tout le monde aime ma femme, etc. Il la met en valeur, il la salue, il met en valeur son fils. Voilà, c'est un style. Et après, on en saura plus sur elle dans son reportage, parce qu'elle sort un documentaire cette année, intéressant, sur Prime Video. Donc on verra. Et on n'a jamais, si tu me permettre, on n'a jamais reproché à la reine d'Angleterre de porter des chapeaux. Non, mais là, le chapeau est un peu grand, il lui cache un peu les yeux. On n'a pas vu ses yeux de la cérémonie. C'est juste ça. Bon, on va pas faire des heures. Est-ce qu'il sera interdit en France, d'ailleurs, parce qu'on lui voit pas le visage? Est-ce qu'ils sont imposés? Pardon? Se mettre en lumière. Ne pas se mettre en lumière. Bon, oui, moi j'ai pas vraiment beaucoup de choses à dire à ce propos. Je vais pas sonder les reins et les cœurs. Vous avez les conversations autour des familles, des individus, des relations de couple, etc. Oui, mais il la met en avant, sa famille. Si vous avez regardé hier, la famille, elle est très présente. Tous fait applaudir. Oui, ils ont l'air assez soudés quelque part. On dit que c'est une famille ultra soudée. Voilà, il a 5 enfants. On a beaucoup craché aussi sur Baron Trump parce qu'il est aussi légèrement autiste, il me semble. Oui. Et alors que finalement, c'est un grand soutien de son père, etc. Mais bon, c'est une discussion interpersonnelle. Moi, je voulais revenir sur ce que disait Eric à propos de la dérégulation américaine, c'est que on voit surtout le contraste. Il y a vraiment un vent de liberté et de grandeur qui souffle sur les États-Unis. Le discours de Trump était dans cette vague-là. Et en même temps, là, on va peut-être y revenir. On demande aux personnes de travailler 7 heures en plus gratuitement par an.
Mais on voit et de taxer les retraités, hein, c'est quand même l'info du jour. Mais il y a un vrai libéralisme économique en fait qui se propage aux États-Unis, alors qu'on est encore en train de s'engluer dans une sorte de socialisme mental. Juste parce que je vais mettre en avant, l'Institut Thomas More a rédigé une note qui s'appelle justement, et qui parle justement de ce socialisme mental, de ce dirigisme, de cette augmentation des lois, des décrets, des arrêtés. Vous savez qu'en France, seulement pour l'année 2023, il y a eu plus de 8000 lois, arrêtés, décrets qui ont été votés, qui ont été produits, donc ce qui est énorme. Énorme. Les dépenses publiques représentent 57% du PIB. Donc voilà, donc on a besoin d'une révolution à ce niveau-là. L'État français est beaucoup trop dirigiste, beaucoup trop collectiviste. Et c'est peut-être une des leçons qu'on doit retenir du discours de Donald Trump, s'imprégner de ce vent de liberté qu'il souffle. Liberté pour les uns et les autres vont peut-être pas le voir comme une liberté. Quand on parlait des transgenres, enfin de dire il y a que 2 sexes, il veut expulser tous les migrants. D'accord, et la liberté de tous ces jeunes qui voulaient postuler dans une université et qui en fait n'étaient pas pris parce qu'ils n'étaient pas noirs, pas latinos. On était quand même arrivé à un système à points aujourd'hui, ce qui fait que certains essaient de se trouver des origines indiennes pour essayer d'intégrer quand même des universités. Qui existent en Grande-Bretagne mais bien sûr, aujourd'hui. là, on n'est pas en train de dire c'est le conservatisme contre le progressisme. C'est un camp contre la folie. C'est-à-dire que les wokistes sont allés beaucoup trop loin. On se retrouvait quand même avec Facebook où il y avait des tampons gratuits dans les toilettes des hommes. C'est-à-dire que c'est quand même ça. Et c'est ce qui fait que même les hispaniques ont fini par se dire à un moment on va tourner le dos aux démocrates. 55% des hommes hispaniques ont voté finalement Donald Trump. Donc la liberté, bien sûr qu'elle est de ce côté. Et depuis hier, on voit cette presse de gauche qui est en train de dire oui, justement Donald Trump, il est contre les homosexuels, etc. Mais c'est absolument fou comme vision en fait. Oui, l'éditorial de Libération qui s'appelle Cauchemar ce matin. Ah, pour eux, mais ça, je suis ravi. Le titre, c'est Cauchemar. Jackie, donc les premières mesures, c'est vrai que les plus spectaculaires, on a retenu les transgenres, on a retenu... Mais par rapport à ça, je crois que la vertu de la démocratie... c'est un homme est un homme et une femme est une femme. La révolution, mais vous avez raison. La vertu de la démocratie, c'est de savoir respecter le droit des minorités. Et chez eux, on était allé beaucoup trop loin. Et je pense que, sans forcément endosser la manière dont Donald Trump fait un peu de la provoque, mais je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Eric, ces espèces de loi d'exception en permanence qui rendaient tout et tous les domaines complètement inutilisables. Je suis assez en phase. Après, sur l'encombrement administratif, on voit toujours les États-Unis comme étant un paradis libéral, mais quand vous discutez avec un avocat qui connaît ces marchés-là, vous savez ce qu'ils vous disent. L'Amérique fédérale n'existe pas en droit. Elle existe dans 50 États. Et si vous voulez faire du business, quand vous êtes une PME, on dit en France, c'est 27 droits différents. Eux, c'est 50 droits différents et des droits qui sont parfois complètement différents. Parce que entre le Wyoming ou le Delaware, qui sont des paradis fiscaux, et puis le Rhode Island, c'est un petit peu différent. Donc, mais le taux d'imposition d'un point de vue de la complexité administrative, les États-Unis, c'est pas le paradis qu'on décrit. Et d'ailleurs, je pense que si jamais il n'y a pas un Américain sur 5 qui est fonctionnaire. Qui n'aura pas le droit français sur 5 est fonctionnaire. Oui, bien sûr. Après, les comparaisons entre les deux pays sont... Leur fonctionnarisme aux Américains, c'est leur droit. Et vous le savez, ce droit qui est type après... le droit américain, il a une extraterritorialité, il a un poids très important. Depuis Tocqueville, on sait très bien que tout passe par un dirigisme juridique aux États-Unis. Et donc, penser qu'aux États-Unis, une espèce de simplicité naturelle, c'est pas totalement vrai. Voilà ce que je voulais dire. Moi, ce que je note, ce qui m'a marqué hier, je pense que les auditeurs, ça leur parlera, c'est qu'on a vu un Trump quand même efficace. C'est-à-dire qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. D'ailleurs, il a dit dans son 3e discours, vous allez voir, en 5 minutes, je vais m'occuper de tout ça. En fait, là, pendant les heures à venir, il va faire toute une série de mesures qu'en France, on est incapable de faire. Alors, est-ce qu'il va pouvoir les appliquer? Est-ce qu'il va pouvoir les faire? Par exemple, il veut le droit du sol, par exemple, il veut exclure les personnes transgenres de l'armée et des écoles. Ça veut dire qu'il va virer tous les transgenres des écoles. Comment il va faire concrètement quand il dit qu'il veut expulser tous ceux qui ne sont pas, par exemple, un enfant qui est né sur le sol américain de parents illégaux? Comment il va faire pour les... Il y a un certain nombre de choses qui vont être compliquées à mettre en œuvre. Bien sûr que c'est compliqué, sauf que sur l'immigration,
faut rappeler qu'Obama avait déjà organisé des opérations d'expulsion jusqu'à 2 millions de clandestins. Oui, donc vrai. notre beau prix Nobel de la paix, voilà ce qu'il a fait. Nous en France, on galère avec nos 100 000 au QTF. On est content quand il y en a 40 qui prennent l'avion, si tant est qu'on les récupère pas juste après. Donc c'est quand même ça la réalité. Il va pouvoir faire appliquer une série de choses. Il envoie l'armée, il va contrôler la frontière. Il faut savoir que la frontière, c'était quand même 10 000 clandestins par jour qui traversaient. Il y a des endroits où il y a le fameux mur Trump qui est énorme, on s'est beaucoup moqué de lui, mais il y a d'autres endroits où en fait il n'y a même pas de fil barbelé. C'est quand même ça la réalité, par exemple, de ce qui peut se passer du côté de San Diego et Tijuana. Donc non, il y a quand même des choses. On peut pas, Valérie, d'un côté dire Trump est méchant, il va faire plein de choses contre les immigrés et tout, et de l'autre penser qu'il ne fera rien. Si, il va faire des choses et ça va être efficace. Et je pense que ça va être un électrochoc pour nous Français. On est en train de voir vraiment qu'on galère en fait à prendre la moindre décision. Alors, vous pensez Alors vous rebondirez après la pub. Restez en l'air pour rebondir et vous nous direz si ça peut avoir une influence sur la France. Ça revient à ce que vous disiez d'Éric Ciotti qui est dans cette même dynamique. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bon, alors, vous vouliez rebondir. Alors, je vous laisse rebondir. Des progressistes et des conservateurs, et en effet, on essaie de fort caricaturer les camps. Et le néo-progressisme contemporain aime bien mettre tous ceux qui critiquent finalement sa vision du progrès parmi l'éjecter en dehors du cercle de la respectabilité. Mathieu Bocoté a écrit un bouquin qui s'appelle Le totalitarisme sans le goulag. Il parle justement d'une tentation totalitaire d'une part de la gauche de vouloir extrême droitiser tout le monde, de vouloir ostraciser tout le monde, cornériser. Et ça, je pense qu'il ne faut pas rentrer dans cet écueil-là, parce que il est possible de dire des choses qui sont du bon sens commun, qui sont politiques simplement, sans finalement être extrême droitisé. Ouais. Et c'est ce que fait souvent Trump. Et Trump est parfois caricaturé par la presse européenne, par la presse française. Parce qu'il dit simplement qu'il y a une binarité des sexes, mais redire qu'il y a une binarité des sexes, c'est l'évidence même, c'est le bon sens commun même. Sauf qu'à cause du néo-progressisme, ils nous ont imposé une sémantique et un agenda politique auquel on est obligé de se plier. Et ça, il ne faut pas tomber dans ce piège, quoi. Sur le parallèle avec la France, est-ce que ça peut... alors vous qui travaillez dans un think tank justement qui réfléchit à une évolution de la société, est-ce que ça peut imprimer, donner des idées et être concret en France? Oui, il y a vraiment un discours de liberté et de grandeur chez lui qu'on ne retrouve pas chez la technocratie européenne et la technocratie française, notamment à propos de l'économie. Mais je pense surtout, moi ce qui m'intéresse quand même, ce que je trouve très très important, c'est quand même la bataille culturelle, surtout en Europe, encore plus qu'aux États-Unis. Ouais. C'est intriguant qu'il parvient à avoir tellement de succès sur les thématiques migratoires et les thématiques du wokisme, alors qu'elles sont beaucoup moins imprégnées, elles sont beaucoup moins présentes qu'en Europe. On subit une immigration de masse beaucoup plus grande que les Américains. Nous, l'immigration arabo-musulmane ou extra-européenne est beaucoup plus nombreuse et depuis beaucoup plus longtemps que les Mexicains. Donc c'est intéressant que ça prenne tellement dans la population américaine. Et chez nous, on a plus de mal. Sur quel chiffre vous vous basez? Parce que ne serait-ce que le succès électoral. Genre Donald Trump a gagné haut la main contre Kamala Harris. L'émigration de l'Amérique du Sud, non pas que mexicaine, mais que l'ensemble des pays du Sud et de gens qui vivent dans des dictatures, elle est gigantesque par rapport à ce qu'on vit, nous, pour le coup. Je crois qu'on peut caricaturer Trump. Alors c'est ce qu'il cherche, donc il joue avec ses armes et il n'en est pas malheureux. Mais de savoir freiner ce processus, parce que déjà, si on ne le maintient pas, on intègre mal, et on sait très bien que les Latinos se sont très bien intégrés dans ce pays-là pour une large partie, mais cette immigration, elle est massive chez eux, quoi. J'aimerais voir les chiffres. Je ne vais pas vous contredire pour vous contredire, parce que j'ai pas, mais ils ont fait rentrer 11 millions de personnes, c'est énorme. Mais c'est là où la responsabilité des médias français qui expliquaient que Trump était juste un xénophobe de faire de l'immigration le thème principal, c'est quand même absolument hallucinant à quel point ils n'ont pas vu cet élément, à tel point que des hispaniques justement ont fini par voter parce qu'ils se disaient à un moment, nous on est venus légalement et ça pose problème. Et surtout il y a une répartition, moi ça me fait penser au pacte asile-immigration, il y a une répartition opérée par Biden de l'immigration sur l'ensemble des territoires américains, ce qui lui est retombé complètement dessus. Mais pour répondre à votre question Valérie, il y a quand même des choses très concrètes qui vont être positives pour nous. C'est d'abord, vous savez, le wokisme,
ça faisait des États-Unis. Donc déjà, s'ils peuvent arrêter, pardonnez-moi mais l'expression, mais s'ils peuvent arrêter leurs conneries, ça sera déjà pas mal, parce qu'effectivement, à la base, c'est un micro-sujet. Il n'y avait pas d'importance aujourd'hui d'influence en France. Ça nous est importé des États-Unis. Ça, ils vont arrêter. Ensuite, sur la liberté d'expression, c'était eux qui bloquaient, parce que c'est eux qui ont les gros réseaux sociaux. Ça, c'est terminé. En revanche, sur l'immigration, ça va plutôt être du modèle. Le sujet clé sur lequel on peut être inquiet, effectivement, c'est l'économie. C'est l'économie pour nous, c'est-à-dire les droits de douane. Mais ça, c'est un moment, il va falloir être capacité de se réveiller aussi, de mobiliser notre industrie. Vous savez, on parle souvent d'Elon Musk. On dit oui, c'est un homme, il a trop de pouvoir, trop d'argent. Pourquoi il a de l'argent? Parce que SpaceX, il cartonne. Et nous, Ariane, on avait les moyens de cartonner. Ben non, on est beaucoup moins bon. On a pris du retard, il nous a rattrapés. Benjamin? Oui, alors pendant que les vierges effarouchées du wokisme s'inquiètent de l'élection de Donald Trump, moi ce qui m'a le plus interpellé dans les premières décisions, c'est pas tant sur l'immigration, parce qu'on rappelons quand même que le mur au Mexique, Biden ne l'a jamais détruit. Ce que Trump avait fait dans son premier mandat, Biden ne l'a absolument pas supprimé. Moi ce qui m'a surtout interpellé, c'est au sujet de l'énergie, puisque en voulant redévelopper l'extraction pétrolifère, en voulant redévelopper le gaz liquéfié notamment, Donald Trump a bien compris qu'on pouvait effectivement avoir des mesures fortes contre l'immigration, contre le wokisme, mais clairement ce qu'il veut c'est redonner du travail aux Américains, privilégier la production nationale, privilégier la consommation nationale, et donc l'arrêt des subventions par exemple pour les voitures électriques qui ne faisaient qu'une chose tout simplement, c'était donner de l'argent aux Chinois, ça il arrête. Donc je crois véritablement que Donald Trump va mettre un gros coup de pied dans la fourmilière de l'économie mondiale. Il est d'ailleurs sorti de l'OMS. Ça aussi, c'est un élément extrêmement important. Donc on peut regarder, il a décidé hier de sortir de l'OMS, ce qui est une première dans l'histoire des États-Unis. Ça me semble beaucoup plus important aujourd'hui que le wokisme. Alors quand vous avez un président américain qui décide de redéployer des véhicules qui vont tourner au gasoil, au pétrole, et que nous en France, on interdit à des citoyens de pouvoir entrer dans des centres-villes avec les zones à faible émission, on voit véritablement qu'il y a un schisme entre deux types de sociétés. Donc oui, effectivement, il y a le wokisme, oui, effectivement, il y a l'immigration, mais surtout, prenons garde à ce que Donald Trump va réaliser sur le plan économique. Il a bien compris que pour maîtriser la croissance et faire de la croissance et de l'emploi, il fallait maîtriser l'énergie. Trump l'a compris. Nous, pendant ce temps-là, pendant des années, on a fait fermer des centrales nucléaires qu'on rouvre pleinement aujourd'hui. C'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure pendant la pub. C'était intéressant de voir un grand patron français, Bernard Arnault, qui était très bien placé. C'était un petit peu notre émissaire français. Il était juste derrière les présidents américains, à côté de Milei et Meloni. On le voyait en train de prendre les photos. Moi, ça m'a d'ailleurs beaucoup amusé, parce que dans le même temps, il y a certains de ces médias comme Challenge qui annoncent quitter X, etc. Bon, ça montre une chose, c'est que Bernard Arnault, contrairement à ce qu'on entend visiblement, fait moins d'interventionnisme, parce que sinon il leur a dit bon, il faut peut-être arrêter les conneries, mais il y est parce qu'aussi il a un besoin de négocier quand même avec Donald Trump. On sait qu'entre 2016 et 2020 il y était parvenu sur la question des droits de douane sur les produits du luxe, et ça c'est intéressant. Il joue sa carte, et à un moment on est face à un deal maker. Il faut qu'on soit en capacité aussi de jouer notre carte, et on peut s'en tirer. Négocier justement pour la France aussi. Et puis Mélanie, elle va négocier pour elle, et elle s'en moquera de nous. Vous parliez des effets sur la France. Ce qui est intéressant, c'est que la position, par exemple, de Trump sur le financement de son industrie de défense, elle est très claire, la position. Et depuis le temps que, l'initiative des Français, parce que quand même l'industrie de la défense, c'est le général de Gaulle qui l'a tué, enfin l'industrie européenne de la défense, et en tout cas le projet européen de la défense, c'est le général de Gaulle qui l'a tué, n'oublions jamais ça. Et donc de dire, par l'intermédiaire d'un message de Trump qui est extrêmement limpide, eh bien que les Européens se posent la question de la manière dont ils vont réarticuler leur défense, ça c'est intéressant. Je veux dire, il faut s'appuyer là-dessus. C'est aussi le message que nous envoie Donald Trump, au-delà des sujets économiques qui sont à mon avis beaucoup plus importants mais pour acheter ces F-16, ce qui fait qu'on a laissé la Pologne acheter F-16. Mais normal, il va nous vendre ça. Mais regardez, il veut nous vendre des Boeing, Airbus et performants, et les gens achètent des Airbus parce que l'entreprise fonctionne bien. Quand à un moment Dassault est performant, ça pourra pas se faire pour des questions de concentration. Ça sera totalement interdit. Parce que ça ferait 4
90% de la production qui serait... Mais quelle production si vous avez dit si Airbus rachète Boeing? Non, si Musk rachète Boeing. Ah, pardonnez-moi, j'ai compris. Si Airbus rachète Boeing, pardon, j'avais pas compris. Il faut se souvenir quand même qu'en 2016... Pardon, je vous ai interrompu. Non, mais allez-y. En 2016, le mot protectionnisme était un gros mot. En fait, Trump a vraiment changé de paradigme. Il est sorti d'un paradigme mondialiste économique pour dire non, moi je réassume le fait de défendre des frontières économiques. Et l'Europe ne le comprend plus depuis plusieurs décennies, c'est pour ça qu'elle s'enlise. Et c'est la raison du succès de Trump. Vous avez raison, c'est qu'en 2016, il a reparlé à une classe moyenne paupérisée et qui avait un besoin de protection économique tout simplement. Et c'est une des raisons de son grand succès. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui changent leur fusil d'épaule en se rendant compte que finalement, et l'Europe devrait le faire parce que finalement, elle est très peu compétitive par rapport au reste du monde. Et on a beaucoup perdu. La Commission européenne, pendant des décennies, on n'a pas défendu notre acier par rapport à l'acier chinois. L'Europe était le plus grand producteur d'acier au monde. Et maintenant, on l'est plus du tout parce qu'on s'est simplement pas défendu. Donc, on n'a pas voulu entendre ça parce que c'était politiquement trop incorrect. Ça Comment on a pu être aussi nul? À nouveau, c'est le néo-progressisme qui a dit, en fait, c'est une sémantique qui appartient à la droite radicale, genre le protectionnisme. Il faut être ouvert sur le monde, et donc c'est toute la sémantique transfrontiériste à la Cohen-Bendit, etc., mondialiste, qui en fait a fait beaucoup de mal à la France et beaucoup de mal à l'Europe de manière générale. Et Trump, vu qu'il a un mandat positif, maintenant il revient avec un succès inespéré parce qu'il a battu son score de 2016. Et les gens commencent à se dire, peut-être qu'il y a certaines choses qui sont positifs. On va marquer peut-être une pause et on se retrouve dans un instant. Alors voilà, c'est ce qu'on appelait un couac à l'époque de François Hollande. Le mot a un peu disparu d'ailleurs du vocabulaire qu'on entend en ce moment, enfin qu'on utilise. Donc c'est la ministre du Travail qui a évoqué la piste d'une contribution sur certains retraités au financement de la protection sociale. Et la porte-parole, le bureau du Premier ministre a fait savoir que ce n'était pas à l'ordre du jour. On en parle dans un instant. C'est un ballon d'essai. Sud Radio, votre avis fait la différence. Pour encore et toujours. Donc voilà, ce matin, on va parler des sujets. Protection sociale. La ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, a évoqué mardi, donc aujourd'hui, la piste d'une contribution de certains retraités au financement de la protection sociale, estimant qu'il ne fallait pas que cet effort incombe uniquement aux entreprises et aux travailleurs. Donc les retraités qui le pourraient seraient taxés. Il y a différentes taxes et cotisations qui pourraient être envisagées en fonction du niveau de pension. Et c'est à discuter, ça peut être 2 500 euros. La question du financement des retraites, on va pas retomber là-dedans. Je précise que le cabinet du Premier ministre a reculé en disant que ce n'était pas à l'ordre du jour. Donc ballon d'essai, disait Éric Tegner. C'est normal, parce que compte tenu du rapport de force qu'il y a en ce moment pour le gouvernement Bayrou, tant à droite qu'à gauche, aborder ce genre de sujet en frontal, c'est plutôt malin. Mais c'est sans doute un ballon d'essai. Quand on regarde les chiffres, qui sont des chiffres tout à fait objectifs, le pouvoir d'achat aujourd'hui des retraités est très important. Il est plus élevé que celui des actifs, sans rentrer trop dans les détails. Et la population des retraités qui a porté Emmanuel Macron au pouvoir et qui, pendant un moment, l'a porté à bout de bras, cet électorat-là n'a jamais été mis à contribution. Et donc, compte tenu de la situation économique de la France, des jeunes travailleurs qui, pour certains, ont du mal à s'intégrer dans le cadre d'un CDI sur le marché du travail, de certaines populations qui ont du mal à faire des carrières complètes, de femmes qui ont du mal à faire des carrières complètes, se poser la question à l'aune des chiffres qui représentent les retraités, si une contribution supplémentaire de leur part, sans doute mesurée dans le temps, ne serait pas responsable et nécessaire. Moi, ça me semble une très très bonne question. En fait, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut faire payer les actifs et ceux qui ont été actifs. Et qui ont déjà payé des impôts, qui ont déjà été mais ils ont taxés. déjà en fait. Et donc maintenant, votre logique, c'est de dire mais eux, ils ont un meilleur pouvoir d'achat que les autres. C'est sûr, à chaque fois, il y en a toujours un des deux qui a un meilleur pouvoir d'achat. Du coup, c'est l'un, puis c'est l'autre. Et il n'y a aucune confiance dans l'avenir. La vérité, c'est que les économies, il y en a plein. On l'a dit sur la fonction publique. Aujourd'hui, au nombre d'habitants par rapport à l'Allemagne, qui a une fonction publique plus efficace, on a plus de fonctionnaires. On est incapable. Non, mais quand même, c'est des milliards à économiser. On sait que les aides sociales, le RSA, on sait sur toutes
ces éléments, on est sur un système de protection sociale aujourd'hui qui est beaucoup trop important, mais on refuse de le faire. Mais vous avez François Bayrou qui a reculé sur les suppressions de postes dans l'enseignement. Donc ça veut dire que ceux qui gueulent, ceux qui ont des syndicats, finalement, on dit non, circuler, il n'y a rien à voir. Le financement d'un régime de protection sociale par les retraites se calcule sur une quinzaine d'années. Quand vous augmentez de 1 point des pensions, vous devez le programmer sur 15 ans. Quand la gauche met en place la retraite à 60 ans, j'espère que je vais vous récupérer vers moi pour qu'on parle de vrais chiffres, elle dit aux générations futures, et notamment vous deux, vous allez payer cette charge de la dette qui est gigantesque aujourd'hui. Et donc, les retraités qui sont partis en retraite à 55 ans, qui ont bénéficié de tout un tas de plans sociaux et de financement par les régimes de protection sociale d'un travail qui n'était pas effectué, donc d'une perte de productivité, fait qu'aujourd'hui, la masse de retraités, et notamment du parce que le financement de leur retraite, je ne sais pas les punir, moi je ne veux pas les punir, je dis les régimes de retraite sont déficitaires. Je vous donne 2 chiffres. Aujourd'hui, vous avez 19 millions. Il faut quand même parler un peu de chiffres. Si je veux vous rallier à moi, il faut que je vous donne des vrais chiffres. 19 millions de gens qui reçoivent une retraite au régime général. 15 millions seulement de cotisants. C'est pas possible. 15 millions qui se payent, 22 millions de cotisants, c'est pas possible. Il y a un déséquilibre énorme. Mais on est d'accord avec vous. La question, c'est donc depuis 40 ans, cet argent, on en a besoin. Les entreprises ont augmenté leurs cotisations. La dette a pris en charge, et notamment les régimes de retraite des fonctionnaires. Et je termine juste. Les retraités ont été très peu mis à contribution. Un exemple. Les retraités bénéficient encore aujourd'hui de la réduction de leur base taxable des 10% qui sont relatifs aux frais professionnels. Vous trouvez ça normal ? Non, c'est pas normal qu'on réduise de 10%. Non, mais la question est qu'on cherche de l'argent partout. Il y a aussi sur la table... Mais je ne veux pas les punir, moi. Il faut mettre à contribution parce que les régimes sont totalement déficitaires. Oui, alors Eric et puis Benjamin. Non, mais moi je vous dis, Pass Culture, on en parlait, c'est 300 millions d'euros, ça sert à quoi ? Déjà on finance des films nuls et en plus il faut payer les gens pour aller les voir. Non mais ce que je veux dire, je vous parle de sujet sérieux, Eric. Je vous parle de financement de la protection sociale. Vous me parlez du Pass Culture. Dans ce cas-là, on prend le fric de l'armée et on le met dans le financement des retraites parce que ça sert à rien. C'est pourquoi ? Parce que moi j'ai 30 ans, ma retraite j'en aurais pas. Mais très bien. Et tous les gens de ma génération ils disent la même chose. Je pourrais vous dire d'accord, mais on vous parle pas de ça. C'est pas le sujet de prendre l'argent du Pass Culture. Vous voulez un vrai sujet ? Le vrai sujet c'est quoi ? C'est la natalité. Comment on fait en sorte d'avoir plus d'enfants ? Qu'est-ce qui fait qu'un homme comme moi il a envie et il peut avoir des enfants demain. Mais ça, c'est dans 15 ans qu'on le mesurera, Eric. Alors déjà, c'est pas en lui disant de toute façon, tu cotises aujourd'hui pour une retraite et t'inquiète, dans 30 ans, on va te recrater et aujourd'hui, tu peux plus avoir accès à la propriété, etc. C'est pas en étant dans une société où on vous montre que dès que vous gagnez de l'argent, on vous le prend. C'est pas comme ça qu'on va recréer les conditions du truc. Mais vous avez 30 ans, c'est vous qui allez la payer, cette charge. Mais je sais bien. Parce que les régimes de retraite n'ont pas été réformés par les retraités qui ont bénéficié aujourd'hui. Donc je pense que c'est sur de l'assainissement. Continuez de penser comme ça et vous n'aurez pas de retraite. Le seul sujet, c'est l'assainissement. Le seul sujet, c'est ça, c'est comment on assainit nos dépenses. Quelles sont les dépenses inutiles aujourd'hui ? Il y a des milliards à trouver là-dessus. C'est dingue sur les dépenses inutiles. Vous soutenez le fait que la gauche ait fait la retraite à 60 ans. Mais non, je suis pas du tout pour la retraite à 60 ans. Avec un truc qui, s'il y a quelque chose qui endette massivement la France, pour la logique du contrat, c'est le financement des retraites et non, mais vous ne trouvez rien à dire ça me stupéfait, moi. Sur le sujet. Et comme ce n'est pas à l'ordre du jour, puisque la ministre a dit elle-même que c'était une opinion personnelle, donc maintenant si on donne son opinion personnelle, c'est un peu compliqué, et que ce n'était pas à l'ordre du jour. Néanmoins, c'est un sujet qui risque de revenir quand même. Oui, parce que là, le sujet, on déborde jusqu'à la natalité. Le sujet, c'est effectivement le financement du grand âge. Il a raison, c'est un sujet, la natalité. Je vous ai pas interrompu. Pardon, dans d'autres pays, le problème ne se pose pas puisqu'il y a un pouvoir d'achat chez les actifs qui est plus important. Le problème de notre société, c'est la solidarité nationale en tant que telle. Nous sommes en train de remplir un panier percé. Donc, ça peut être intelligent. Encore une fois, qu'on court l'épine de la fiscalité, on va créer une nouvelle fiscalité sur les retraités. Demain, ça sera sur les actifs. Demain, ça sera sur les think tanks. Demain, ça sera encore sur autre chose. Ce qui est important de comprendre, c'est que si il y avait moins de charges sur les salaires,
les actifs auraient la capacité d'épargner pour justement se prémunir contre le grand âge. Ça, c'est un vrai sujet. La deuxième chose, c'est lorsque l'État veut augmenter la fiscalité sur les droits de succession, c'est d'ores et déjà affaiblir le pouvoir d'achat des retraités. Donc aujourd'hui, accuser les retraités en disant qu'ils ont été épargnés par Emmanuel Macron, effectivement, mais c'est encore une fois trouver un bouc émissaire à un système qui est à bout de souffle. Donc aujourd'hui, les retraités sont à la fois les personnes qui ont bénéficié d'un système assez sympathique depuis une quarantaine d'années, mais vont aussi être les souffres-douleurs dans quelques années. Si vous voulez faire nation, si vous voulez trouver une solution qui puisse rassembler plus de 50% des Français, ce n'est certainement pas en acculant une partie de la société. Donc je trouve que le bon système, c'est de baisser les charges au maximum, et là vous verrez que les gens auront, 1, la capacité de mettre de l'argent de côté pour leur retraite, et 2, financer le grand âge. Donc vous stoppez le régime par répartition, c'est ça, Benjamin? Que terminer le régime par répartition. Prenne l'argent et le distribue à qui le souhaite. C'est fini. Un État qui fonctionne est un État qui prend le moins d'argent possible aux contribuables. Les contribuables en ont ras-le-bol. C'est la capitalisation à l'américaine. Non, mais là où je fais une synthèse, c'est que... Mais c'est fini, ça ne marche plus. Ça fait 40 ans... Attends, Eric. Ça fait 40 ans qu'on a un système de solidarité nationale qui ponctionne de plus en plus de la richesse des produits par les Français. D'accord. Et pour autant, la pauvreté n'a jamais décru. La pauvreté n'a jamais décru. Il y a toujours des millions de gens qui sont on sort un peu du... Oui, non, mais je suis d'accord avec vous, mais... Pas correctement. Donc voilà. Eric, non, mais il y a court terme et long terme. On a toujours l'impression qu'au court terme, justement, nos responsables politiques, parce qu'ils ont des contraintes budgétaires que je comprends, ils sont obligés de ponctionner ceux qui peuvent payer par définition. Donc, leur retraité, c'est extrêmement facile parce que la pension, elle tombe tous les mois. Donc, il y a une compréhension d'un point de vue budgétaire. Le problème, c'est que quand on fait des réformes à chaque fois, on fait des réformes qui sont pas à long terme. Moi, je suis pour le report de l'âge de la retraite, je suis pour la retraite à capitalisation, je pense à l'accès à la propriété, je pense à tous ces éléments-là, et on est incapable de voir long terme. Donc, le problème, c'est qu'on fragilise le consentement à l'impôt aujourd'hui, parce qu'on vous fait comprendre qu'en fait on vous fait des réformes, on vous fait croire que ça suffit, 2 ans plus tard on vous retaxe à nouveau, et c'est ça le grand problème. Donc moi je vous rejoins d'un point de vue aujourd'hui, il a pas le choit, Bayrou, de toute façon il va prendre l'argent où il faut, les gens vont se faire taxer, le plus facile c'est la retraite, bien entendu. Et l'une des pistes qui visiblement semble être sur le tapis, c'est les 7 heures de travail supplémentaires. Alors Aymeric, peut-être là-dessus, donc on voit qu'on est en train de monter là aussi une usine à gaz, parce que je vois qu'on dit qu'on pourrait faire 10 minutes par semaine. Non, la SNCF fait 3 minutes par semaine, je crois, à un moment. Non, mais je vais me répéter, je l'ai dit tout à l'heure. Privatiser France Télévisions, vous allez économiser 4 milliards par an. On n'aura pas besoin de faire travailler les gens 7 heures de plus. Oui, voilà, mais bon, à un moment donné, il faut regarder les chiffres en face. Allez-y, vous laissez parler. Non, on voit le contraste entre la mentalité outre-Atlantique et la mentalité française et européenne. On a des dépenses publiques à 57% du PIB. Il y a moyen de faire des économies un peu partout, et on s'en occupe pas, et on cherche le moyen de trouver via des mesurettes 1 milliard par-ci, 2 milliards par-là. Je trouve ça, je sais pas du tout. En fait, là, on est vraiment dans un moment charnière historique. Et culturelle et économique. Et l'Europe peut vraiment se redresser et de redevenir compétitive, ou bien complètement sombrer et sortir de l'histoire. Je pense qu'il nous faut des hommes d'État et des hommes politiques à la hauteur, et on ne peut pas finalement avancer par mesurette par mesurette. Un mot, Éric Tegner, dimanche il y a une élection dans une semaine à Villeneuve-Saint-Georges, que les gens sachent un peu qui est sur la liste de Louis Boyard. Je vois que ça commence à circuler sur les réseaux, et comme vous avez enquêté à Frontières. Oui, il y a Louis Boyard qui se présente aux élections municipales, et il y a une liste qui est un peu passée sous les radars parce qu'il a des profils très radicaux. Donc on a révélé chez Frontières. Le deuxième de liste s'appelle Fadwa Sadak, qui est clairement, qui s'affiche avec un kéfier sur lequel est écrit en arabe Jérusalem est à nous. C'est pas rien comme slogan. Son 7e de liste, qui a un soutien ouvert de l'islam, de l'imam radical de Pessac, qui est un imam nigérian sous OQTF, parce que justement il a fait de l'apologie du terrorisme et antisémitisme, et donc ministre de l'Intérieur justement va l'expulser. Et il y a un autre cas qu'on révèle ce matin, je ne sais pas si c'est déjà sorti ou pas, de quelqu'un sur sa liste qui a été multi-arrêté pour transport de stupéfiants. Si Louis Boyard est élu, il sera sur sa liste. On peut se présenter avec un casier... Alors nous on ne sait pas s'il y a eu condamnation derrière, on sait qu'il y a eu arrestation sur ces éléments, on a tous les éléments de preuve qu'on met à disposition. La question c'est Louis Boyard, est-ce qu'il est au courant ou pas? En tout cas il essaie quand même de cacher la radicalité de sa liste, qui incarne quand même beaucoup de choses au niveau de sa politique et de ce qu'il peut faire au niveau local. Merci à tous les 4, très bonne journée sur Sud Radio, à demain.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.